Très heureux de vous retrouver. Nous sommes au cœur du Hainaut, dans un endroit bien particulier. Un lieu unique, un projet utopique étroitement lié au travail des hommes. Une idée révolutionnaire née dans l'esprit d'un certain Henri de Gorge qui conserve 2 siècles après sa création encore nombre de ses secrets. Je vous propose de vous les faire découvrir. Vous en doutez, vous me connaissez, j'ai les clés. À la source de cette incroyable histoire, il y a d'abord un personnage, un certain Henri de Gorge que vous découvrez derrière moi. Ce capitaine d'industrie d'origine française, fils de paysan, grandi lors de la période révolutionnaire. Très jeune, il dévoile déjà des qualités d'entrepreneur et en 1810, il rachète à Ornu, ici même en plein Borinage, un charbonnage. Rapidement, il va entreprendre un vaste programme de construction. Le projet est ambitieux et consiste en une cité moderne bâtie dans le style néoclassique par l'architecte tournaisien Bruno Renard. À l'image d'une petite ville, elle comporte des bâtiments industriels et une cité ouvrière de 450 maisons. Elle est dotée d'une école, d'un hôpital, de places publiques, d'une bibliothèque, d'une salle de danse. Une idée paternaliste, mais qui permet aux ouvriers de disposer de maisons d'un confort rare pour l'époque. Celle-ci dispose même d'un jardin privatif. Le charbonnage est construit dès les années 1810 et il restera en activité jusqu'au milieu du XXe siècle, dans les années 50. Les rues sont pavées, elles sont dotées d'éclairage. Henri de Gorge est un visionnaire, il est en avance sur son temps. Il crée par exemple un chemin de fer hippomobile dont vous voyez derrière moi les traces des voies. Et de l'autre côté, là justement, les wagonnets, ce sera le premier en Belgique. Henri de Gorge, un homme en avance sur son temps, mais aussi un homme qui sera frappé par les coups du sort. Philippe de Peut, bonjour. Bonjour Patrick. Dans cette émission, en fait, on a l'habitude de rencontrer des gardiens du patrimoine et vous en êtes un. Vous êtes guide ici au Grand Ornu. On est sur les traces d'Henri de Gorge. Quel homme il était exactement? Quand il est arrivé ici, il a vraiment eu cette vision de créer un exemple, donc d'abord développer un charbonnage, mais après aussi créer toute cette cité ouvrière, vraiment un complexe socio-industriel. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toute une ville qui a été conçue à partir de rien. Et là, par exemple, on a des architectures Tout à fait. Qui sont remarquables. Tout à fait. Voilà, ici, on voit vraiment encore des traces des anciens ateliers. Bon, le site, après, évidemment, il a été laissé à l'abandon, mais on voit ici les bâtiments en arcade qui a été construit un peu comme un amphithéâtre romain, comme une arène. Et ce site, cette grande cour, permettait non seulement donc de déposer les matières premières pour le travail, mais aussi c'était un lieu de rencontre où les ouvriers et les patrons, les ingénieurs pouvaient se côtoyer pour échanger un peu certaines impressions. Alors même si ça appartient à une conception très paternaliste, on peut dire que de Gorge aimait ses ouvriers? Il faut voir que les gens qui habitaient ici, ils ne devaient pas uniquement travailler, mais ils avaient aussi une maison avec un confort exceptionnel pour l'époque, en fait. Donc c'était vraiment presque des palaces pour les gens à l'époque. Et ici, c'était vraiment des maisons avec plusieurs pièces en bas, 3 chambres à coucher, tout un confort, un petit jardinet, etc., une toilette privée. C'était quelque chose qu'on trouvait nulle part ailleurs. Donc, est-ce qu'il aimait les ouvriers? De certaines façons, lui, il les a offert un bien-être qu'il ne trouvait pas ailleurs. Le métier de mineur, c'était un métier saisonnier. Les gens travaillaient sur les champs en été, au printemps, en été, et en automne et en hiver, ils travaillaient dans la mine, et ainsi de suite. Mais ça n'arrangeait pas vraiment un patron. Lui, il avait besoin d'une main-d'œuvre fiable, et ces maisons ont permis d'attirer les gens ici et surtout de les garder sur place. Henri de Gorge a voulu façonner une ville idéale selon ses convictions. Véritable symbole de l'industrie du charbon dans le Hainaut belge et français, le Grand Ornu fut aussi un fabuleux laboratoire technologique. Le propriétaire expérimente les dernières technologies. Il utilise de nouvelles techniques d'extraction et de nouvelles machines à vapeur. Et quand on parle de ces maisons ouvrières du Grand Ornu, on a envie de mieux comprendre comment on y vivait. Et attention, je ne parle pas seulement au passé, comment on y vivait hier, et comment on y vit aujourd'hui.
Pierre Lemal, vous avez vécu ici. Dites-moi ce que vous avez en main, cette clé. Elle ouvre quoi? Ben, cette clé ouvrait la porte où je suis arrivé dans la rue Sainte-Louise immédiatement après la guerre. Je suis venu habiter chez ma grand-mère. À quoi ressemblait une journée en fait ici, par exemple, en hiver pour votre père? Vous savez, il faisait des pauses et descendait dans ce puits numéro 7. Il descendait à 720 mètres. L'hiver, il ne voyait pas le jour. Pierre Lemal, on est vraiment là devant une maison typique avec des couleurs bien particulières. Un petit mot sur ce noir, par exemple, c'est du goudron? Oui, le noir, il avait comme fonction de préserver le bas des habitations, des projections d'eau. Ça évitait l'humidité dans le bâtiment. Au-dessus, vous aviez quelques couches de chaux. Pourquoi jaune? Parce que pour éclairer ou améliorer un peu la beauté de la cité qui, en général, un site charbonnier est assez sombre et noir. Hein. Bonjour Manuela. On peut rentrer? Tout à fait. On a envie de découvrir une maison des Corons de l'intérieur. Je vous en prie. Merci. Pourquoi c'était tellement important à vos yeux de venir vivre ici à Ornu? Alors, j'ai grandi au Grand Ornu. Mes parents habitent juste derrière, à la rue des Arts. Adolescente, on voulait tous quitter Ornu pour partir sur Bruxelles ou ailleurs. Et au final, on s'est rattaché aux liens familiaux et rapproché de la famille. Et stratégiquement, c'est beaucoup plus facile pour nous aussi. Ornu, c'est top. Donc vous avez fait un travail de rénovation qui d'ailleurs est tout à fait réussi, mais vous avez une idée de la façon dont se présentait la maison auparavant? Ça s'arrêtait là. Et au fur et à mesure, les anciens propriétaires, qui sont décédés, ont rajouté cette pièce-ci. Par après, la cuisine. Et par après, le côté salle de bain, véranda et la petite terrasse que j'ai à l'arrière. C'était les fameuses donc 2 pièces au rez-de-chaussée et 2 pièces à l'étage, Ouais. sans salle d'eau. Sans salle d'eau. C'est quoi la recette du bonheur ici au Grand Ornu? Les amitiés, la famille, le bonjour quand on sort, juste même un petit coucou, un petit signe de tête. Enfin, encore une fois, on se connaît tous, donc même les petits nouveaux qui arrivent tout doucement, on arrive toujours à les croiser à un moment ou à un autre, et même les visites du Grand Ornu. Il y a des gens qui passent qui ne parlent pas forcément français, ou ils passent à vélo, ils passent avec des plans, et ça égaye un petit peu le quartier, on va dire ça comme ça. Au fil de son histoire et des remous du temps, le Grand Ornu a traversé les décennies. Il ralentit la cadence dès 1951 et reste en activité jusqu'en 1954. C'est la fin de l'exploitation industrielle et le début d'un long sommeil. Il s'en est fallu de peu pour que le site disparaisse complètement. Philippe de Peut, ici on est dans un endroit qui a toute une histoire avec une hauteur de plafond qui étonne. Cette salle ici, c'était ce qu'on appelait la salle des pendus. Hein. Des pendus? On n'y pendait pas des mineurs, mais c'était les vestiaires en fait. Mais les gens se changeaient, mettaient les vêtements sur un crochet, qu'on hissait au plafond par un système de chaînes. Et ça permettait, entre autres, de sécher les vêtements pendant la nuit, puisque bon, la chaleur monte, les vêtements étaient là. Et comme ça, on ne perd pas de On place. ne perd pas de place, voilà. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les lieux ici, bon, ils ont évolué avec Oui, le tout à temps, fait. mais on se souvient aussi de ce qu'ils ont été. Ici, on est dans un autre endroit, beaucoup plus bas de plafond, avec des voûtes. à fait. On est où? Ça, c'était la lampisterie. Donc, avant, dès que les mineurs arrivaient au matin, ils prenaient leur lampe. Donc, ils devaient déposer une médaille avec leur propre numéro. On savait qui était arrivé. Hein, c'était un peu comme la pointeuse avant la lettre, si on veut. Et en échange, ils recevaient une lampe. Et le soir, donc, ils devaient rendre la lampe et ainsi reprendre donc aussi la médaille. Et tant qu'il y avait des médailles qui restaient, on savait grâce au numéro qui n'était éventuellement pas remonté. Et voilà, s'il y avait un problème, s'il restait des numéros, on devait éventuellement partir à la recherche. Le Grand Ornu a failli disparaître aujourd'hui, il est bien vivant. Et parmi tous ceux et toutes celles qui le font vivre au quotidien, il est une femme qui est bien ancrée dans son époque. Elle nous attend dans un lieu qui fut jadis consacré aux écuries. Aujourd'hui, le Grand Ornu a plusieurs vies. Il évoque un long passé industriel, mais il est aussi voué au design à travers le CID et il accueille l'art dans les murs du MAX, le musée des arts contemporains.
Marie Poc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre d'innovation et du design ici au Grand Ornu. On se trouve dans ce qui étaient les anciennes écuries. Exactement. Donc les écuries appartenaient à l'ancien charbonnage du Grand Ornu et aujourd'hui elles ont été transformées en salle d'exposition donc pour le CID, Centre d'innovation et de design au Grand Ornu. Donc l'idée de cet endroit, c'est de puiser ses racines profondément dans une histoire déjà ancienne, mais aussi de regarder vers demain. Oui, tout à fait. Donc quand la province de Hainaut a racheté le site en 89, l'idée c'était pas simplement d'entretenir une belle ruine. L'idée c'était de lui donner une seconde vie et cette seconde vie elle passe par la culture contemporaine. Du coup, le CID, donc Centre d'innovation et de design, s'intéresse au design. Alors on s'imagine souvent que le design se limite à des beaux objets, ceux qu'on voit dans les magazines sur papier glacé, mais en fait ça n'est pas que ça. Donc le design répond avant tout à des préoccupations qui sont nos préoccupations quotidiennes. C'est une sorte, d'archéologie du futur. Si on se penche sur notre époque, si on l'étudie à travers les artefacts, les objets, le mobilier qui a été conçu par les designers aujourd'hui, eh bien on aura une trace de ce que l'histoire a écrit aujourd'hui. Alors en 1954, le site, le charbonnage du Grand Ornu doit fermer ses portes. Il va rester abandonné pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 71. Et en 20 ans, je peux vous dire qu'un site est complètement détruit. Et en 71, l'architecte Henri Guchet rachète le site pour lui-même et décide d'entamer une première rénovation. Et donc heureusement, la province de Hainaut vient à son secours et rachète le site en 89 et entame une nouvelle phase de restauration. Marie Poc, ici, on se dit que les pierres, les murs, s'ils pouvaient parler, auraient beaucoup d'histoires à raconter, des histoires difficiles parfois, mais aussi des histoires de joie, des histoires d'amour. Vous vivez ça aussi au quotidien? Oui, il faut savoir que parmi nos voisins, il y en a beaucoup qui ont connu le Grand Ornu où les parents ou les grands-parents ont travaillé à la mine au Grand Ornu. C'est quelque chose qu'ils ont encore dans les tripes. Après, forcément, on s'intéresse aussi à l'archéologie industrielle, à toute l'histoire de notre patrimoine, du site sur lequel on opère. Et donc forcément, toutes les histoires qui se sont déroulées ici influencent et la programmation et notre façon de travailler. Quel voyage de l'audace d'un homme visionnaire au dur labeur de tant d'autres hommes, sans oublier les joies et les peines de tant de femmes, jusqu'à ce centre aujourd'hui dédié à la création et à l'innovation contemporaine. Nous avons effectué un long parcours. Je tiens tout particulièrement à remercier ceux et celles qui nous ont ouvert leurs portes. Ce sont de véritables gardiens et gardiennes de notre patrimoine. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres découvertes, car vous le savez, on a encore plein de portes à ouvrir et ça tombe bien, j'ai les clés.